Le directeur des pompes funèbres venait à peine d'inviter les gens à partager leurs souvenirs quand mon frère Lucien se leva et ajusta sa veste hors de prix. Je le regardais s'avancer vers la tribune avec cette même démarche assurée qu'il avait perfectionnée au fil des années, en concluant des contrats immobiliers. Mon fils de 7 ans, Théo, reposait dans un petit cercueil blanc décoré d'autocollants de super-héros qu'il avait lui-même choisi 2 semaines avant sa mort, en sachant parfaitement ce qui l'attendait. Théo était un enfant exceptionnel, commença Lucien d'un ton faussement compatissant, celui qu'il réservait d'ordinaire à ses clients. Mais parfois, Dieu rappelle les enfants tôt. Pas sans raison. Vu notre histoire familiale, c'est peut-être sa manière d'interrompre le mauvais sang. Ces mots me glacèrent jusqu'aux os. Je vis mon père, Henri, s'agripper au dossier du banc si fort que ses jointures blanchirent, mais le pire fut de constater que certains parents hochèrent la tête, comme s'ils étaient d'accord. Ma cousine Élodie murmura à son mari « Il n'a pas tort, tu sais ». Ma tante Roselyne s'essuya les yeux et tapota l'épaule de Lucien lorsqu'il regagna sa place, comme s'il venait de dire quelque chose de sage, et non d'appeler mon enfant une erreur de la nature. Je n'eus pas le temps de reprendre mon souffle que ma sœur Sabine se leva à son tour. Elle lissa sa robe noire de créateur, sans doute achetée spécialement pour l'occasion, et, le menton haut, s'avança vers la tribune. Les mots de Lucien peuvent me sembler durs, mais ils contiennent une part de vérité. Certains enfants ne devraient pas grandir dans des familles si brisées. Théo souffrait non seulement de la maladie, mais aussi de l'atmosphère qui l'entourait. Elle marqua une pause, puis ajouta « Peut-être est-ce aussi, pour Élise, une bénédiction cachée. Elle pourra repartir à zéro, rencontrer un mari, fonder une vraie famille. Une vraie famille. » Comme si Théo et moi ne formions pas une famille. Comme si ces 2 années de combat acharné contre la leucémie ne comptaient pour rien simplement parce que son père nous avait abandonnés quand il avait 2 ans. Le directeur des pompes funèbres avait l'air gêné, se balançant d'un pied sur l'autre près de la porte latérale, comme s'il voulait intervenir sans oser le faire. Et soudain, j'entendis une petite voix au 3e rang. « Est-ce que je dois dire à tout le monde ce que l'oncle Lucien faisait à Théo avant sa mort ?» Toutes les têtes de la salle se tournèrent vers Mathis, le meilleur ami de Théo, un garçon de 8 ans. Il portait un petit costume noir que sa mère, Aurélie, avait sans doute acheté la veille à la hâte. Ses mains tremblaient, mais sa voix resta ferme. Le petit garçon aux taches de rousseur et à la dent de devant manquante faisait face à une centaine d'adultes avec un courage que je n'avais jamais vu. Le visage de Lucien devint aussitôt livide. Qu'est-ce que c'est encore que ces bêtises ? Tenta-t-il de rire, mais le son sortit faux. Tout le monde sait que les enfants inventent des histoires quand ils souffrent. Il doit confondre quelque chose. « Je ne me trompe pas », dit Mathis en avançant dans l'allée. Sa mère essaya de l'arrêter, mais il se déroba. « Théo m'a fait promettre. Il m'a dit que si quelque chose de grave lui arrivait, je devais dire la vérité sur l'oncle Lucien. Il savait que personne ne le croirait, parce qu'il était un enfant. Mais peut-être qu'on me croira à moi, à ses funérailles. » La salle plongea dans un silence absolu. On n'entendait que le ronflement du climatiseur, le vibreur d'un téléphone dans un sac et le petit drapeau dehors qui claquait contre le mât. Ma mère, Claudine, bondit de son siège, indignée. « C'est absolument scandaleux. Lucien venait voir son neveu par amour et compassion. Cet enfant est bouleversé et invente des histoires. » Mathis sortit un téléphone de sa poche, un vieil iPhone que sa mère lui avait prêté pour les urgences. Théo m'a dit d'enregistrer. Il m'a expliqué que l'oncle Lucien venait à l'hôpital quand Madame Élise n'était pas là, quand elle devait travailler ou simplement rentrer se doucher. Il disait aux infirmières qu'il emmenait Théo faire un tour dans la salle de jeu ou sur la petite aire dehors. Mais il n'y allait jamais. La salle explosa. Des exclamations, des halètements. Mais Mathis resta debout, 8 ans, tremblant, mais inébranlable, tenant le téléphone comme un bouclier, prêt à dévoiler les preuves qui allaient à jamais détruire notre famille. Ce matin-là avait commencé comme tous les autres depuis la mort de Théo, 5 jours plus tôt. Je m'étais réveillée à 3 heures du matin dans son lit, entourée de ses peluches et de la légère odeur de son shampoing à la pastèque.
La maison paraissait étrangère sans le souffle de son appareil à oxygène, sans le bip doux du minuteur de ses médicaments, sans sa voix. « Maman, tu viens dormir avec moi ?» Je me levai avec peine et allai prendre une douche. Sur la porte de la salle de bain pendait une nouvelle robe noire, et jamais je n'aurais cru qu'une mère doive en porter une pour enterrer son enfant de 7 ans. Théo l'aurait détestée. Il disait toujours que j'étais plus jolie dans ma robe jaune d'été, celle que je portais pour son dernier anniversaire à l'hôpital, quand nous avions supplié les infirmières de nous laisser manger un vrai gâteau au chocolat au lieu de la version diététique. Mon père, Henri, était déjà dans la cuisine quand je descendis. Il avait vécu chez nous le dernier mois du traitement de Théo, dormant sur le canapé inconfortable sans jamais se plaindre. Ce matin-là, il paraissait plus vieux que ses 60 ans, les épaules affaissées sous le poids d'un chagrin égal au mien. « J'ai préparé le café », dit-il doucement en me tendant une tasse. « Et j'ai appelé les pompes funèbres. Tout est prêt. » Henri était notre pilier. Quand le père de Théo était parti, 5 ans plus tôt, en disant qu'il ne pouvait pas gérer un enfant malade, c'est Henri qui avait pris sa place. Il connaissait le nom de chaque médicament, chaque protocole de traitement, et tous les super-héros que Théo aimait. Pendant que ma mère, Claudine, critiquait mes méthodes d'éducation et que Lucien me faisait la leçon sur la responsabilité financière, Henri passait des heures à jouer aux cartes avec Théo. Pendant les séances de chimiothérapie, il inventait des histoires de chevaliers chauves et courageux, transformant chaque visite à l'hôpital en aventure. « Lucien viendra ?» demandai-je, tout en connaissant déjà la réponse. « Ta mère a dit que toute la famille serait là ?» La mâchoire d'Henri se crispa. J'ai essayé de la convaincre d'organiser quelque chose de simple et digne, mais tu sais comment elle devient dès qu'il s'agit de Lucien. Je savais. Lucien était le fils modèle aux yeux de la famille, l'aîné, diplômé de HEC Paris, promoteur immobilier prospère, avec une épouse parfaite et une maison à Écully digne d'un magazine. Aux yeux de Claudine, il ne pouvait pas se tromper. Même lorsqu'il avait insinué que le cancer de Théo venait sans doute de mon mode de vie de mère célibataire, elle l'avait défendu, disant qu'il ne faisait que s'inquiéter pour la réputation de la famille. Ma sœur Sabine ne valait guère mieux. Elle essayait d'avoir un enfant depuis 8 ans avec Arnaud, dépensant des milliers d'euros en traitement. Quand j'étais tombée enceinte de Théo à 25 ans, encore à l'université et sans mari, elle ne me l'avait jamais pardonné. Chaque réunion de famille se transformait en champ de bataille. Ce doit être merveilleux de tomber enceinte si facilement, sans même essayer, disait-elle en regardant Théo jouer. À 8 heures précises, la sonnette retentit. Sur le seuil se tenaient Mathis et sa mère, Aurélie. Tous deux portèrent des vêtements de deuil. Mathis serrait fort dans ses petites mains une figurine de Batman, la même qu'ils s'échangeaient, lui et Théo, depuis la maternelle. Ils s'étaient liés d'amitié instantanément. Les super-héros et les dinosaures étaient devenus leur langage commun. Même quand Théo était trop malade pour aller à l'école, Mathis venait chaque week-end, apportant les devoirs et les histoires de la classe. « Madame Élise, » dit Mathis d'une voix douce mais déterminée, « j'ai apporté ceci pour Théo. Nous avions un pacte. Celui qui garde Batman fait un vœu. Maintenant, c'est au tour de Théo. » Aurélie me serra tendrement dans ses bras. « Mathis doit te dire quelque chose, » chuchota-t-elle. Mais il a insisté pour attendre la cérémonie. Théo l'en a fait jurer. J'essayai d'obtenir une réponse, mais il resta figé, comme enraciné au sol. Je m'accroupis pour être à sa hauteur. Ses yeux étaient rougis, mais une flamme de détermination y brillait. Une flamme que je ne comprenais pas encore. « Quoi qu'il t'ait demandé de faire, mon chéri, tu n'es pas obligé. Si c'est trop dur pour toi, » dis-je doucement. « J'ai promis, » répondit simplement Mathis. « Théo m'a dit que les promesses entre amis sont sacrées, surtout les dernières. » Quand nous sommes arrivés, le parking des pompes funèbres était déjà presque plein. Je reconnus la hiérarchie familière de la famille. La Peugeot 508 de Lucien trônait fièrement près de l'entrée. Les voitures de Claudine et Sabine étaient rangées au à côté, bien regroupées. Les autres, les enseignants de Théo, les infirmières du service d'oncologie pédiatrique, les parents d'enfants rencontrés pendant le traitement
et les amis d'Henri de son groupe d'anciens combattants étaient vangarés plus loin. Monsieur Lefebvre, le directeur des pompes funèbres, nous accueillit à la porte. « Tout est prêt, comme vous l'aviez demandé », dit-il doucement. Théo a l'air paisible. Les insignes de super-héros sont bien en place sur sa veste, comme vous l'aviez souhaité. J'entrai dans la salle pleine de fleurs et de condoléances, sans me douter que, moins d'une heure plus tard, le masque soigneusement entretenu de notre famille allait voler en éclats, et qu'un garçon de 8 ans mettrait à nu le mal tapi derrière les beaux costumes et la loyauté de façade. La cérémonie commença magnifiquement, exactement comme Théo l'aurait voulu. Le père Lambert parla de son courage extraordinaire, de la façon dont il portait obstinément sa cape de Superman pendant les séances de chimiothérapie pour donner du courage aux plus jeunes. Il raconta comment Théo avait vidé sa petite tirelire, 40 €, pour acheter des jouets aux enfants que personne ne venait voir à l'hôpital. Plusieurs personnes essuyèrent leurs larmes et pendant un instant, j'eus le sentiment apaisant qu'on se souvenait de la bonté de mon fils. Puis vint le moment où la famille et les amis pouvaient se partager leurs souvenirs. J'aurais dû me douter que Lucien ne manquerait pas l'occasion de faire, une fois encore, de tout cela un spectacle centré sur lui. Il se leva le premier, ajusta son costume hors de prix et s'éclaircit la gorge comme avant une grande présentation. « Théo était vraiment un enfant exceptionnel », commença-t-il. Il parla d'une voix assurée, celle avec laquelle il vendait ses projets immobiliers à plusieurs millions d'euros. Mais il faut regarder la vérité en face. Parfois, Dieu rappelle les enfants avant l'heure pour une raison. Notre famille a connu ses difficultés, ses mariages brisés, ses erreurs de parcours. Peut-être que c'est la façon de Dieu de mettre fin à un mauvais héritage. Ces mots restèrent suspendus dans l'air comme un poison. J'entendis les professeurs de Théo inspirer brusquement. Madame Delcourt, qui lui donnait des cours gratuitement, se leva, prête à partir, mais son mari la retint doucement. Ce qui m'acheva, ce fut la réaction approbatrice des autres. Ma tante Roselyne hocha la tête d'un air grave. Mon cousin David murmura à sa femme « C'est dur, mais c'est vrai ». Et mon oncle Charles, le frère de ma mère, dit « Amen », comme si Lucien venait de prêcher une vérité divine, plutôt que d'appeler mon enfant une erreur génétique. Claudine essuya ses yeux avec un mouchoir et serra la main de Lucien quand il regagna sa place. « C'est courageux de dire tout haut ce que tout le monde pense », souffla-t-elle assez fort pour que toute la rangée l'entende. Avant même que je puisse dire quoi que ce soit, avant même qu'Henri ait eu le temps de contenir la colère qui montait en lui, Sabine se leva. Elle s'avança vers la tribune avec l'assurance de quelqu'un qui a répété son discours à l'avance, lissa sa robe de créateur, sûrement plus chère qu'un mois de traitement de Théo, et parla d'une voix pleine d'une compassion feinte. Ce que Lucien a dit peut sembler brutal, mais il y a une part de vérité. Parfois, les enfants ne devraient pas grandir dans des familles co-brisées, sans père, en regardant leur mère s'épuiser et se sentir comme un fardeau. Elle marqua une pause et me regarda droit dans les yeux avec une expression qui pouvait aussi bien être de la pitié que du mépris. Peut-être que, pour Élise, c'est une bénédiction déguisée. Elle pourra repartir à zéro, trouver un mari, puis construire une vraie famille, dans le bon ordre, selon la volonté de Dieu. Mes mains tremblaient si fort que je dus les serrer en poing. Théo était mon centre, ma raison de vivre. Celle pour qui je travaillais jour et nuit, apprenait des termes médicaux et suivait des protocoles incompréhensibles. Et voilà que ma propre sœur, à ses funérailles, appelait sa mort une chance de redémarrer ma vie. « Ça suffit », commença Henri en se levant. Mais Claudine le tira brusquement par la manche. « Laisse les gens dire leur vérité, Henri », siffla-t-elle. « Tout le monde n'est pas obligé de faire semblant que c'était facile, » répondit-il, la voix menaçante. Et à cet instant, Mathis se leva. Il était assis au 3e rang avec sa mère, et quand il se mit debout, son petit corps tremblait dans son costume emprunté. Mais toute la salle se tourna vers lui. « Est-ce que je dois dire à tout le monde ce que l'oncle Lucien faisait à Théo avant sa mort ?» demanda-t-il, et sa question trancha le silence comme une lame. Le visage de Lucien pâlit d'un coup, la couleur s'évanouissant si vite que je crus un instant qu'il allait s'évanouir.
De quoi parle cet enfant? Balbutia-t-il en tentant de rire, mais ce n'était pas un rire, plutôt un souffle étranglé. Tout le monde sait que les enfants inventent des histoires quand ils vont mal, intervint Claudine. Cet enfant est confus. Je ne suis pas confus, dit Mathis en s'avançant dans l'allée malgré la main de sa mère qui voulait le retenir. Théo m'a fait jurer. Il a dit « Si quelque chose de grave m'arrive, si je n'y arrive plus, tu devras dire la vérité à tout le monde sur l'oncle Lucien. » C'est scandaleux, s'écria Claudine en se levant brusquement. Lucien venait voir son neveu mourant par amour et par souci. Cet enfant est traumatisé et il invente. Faites-le sortir d'ici. Mais Mathis ne céda pas. Son petit corps tremblait. Pourtant sa voix resta ferme. Théo disait que personne ne le croirait parce qu'il était malade, mais qu'on me croirait peut-être. Moi, à ses funérailles, si je faisais écouter les enregistrements. Le mot « enregistrement » fit vaciller Lucien sur son banc. Soudain, tout ce qui s'était produit avec Théo le dernier mois prit un sens, terrible, implacable. Je regardais le visage de Lucien traversé tour à tour par la panique, la colère, puis le masque forcé d'un calme de façade. Mathis se tenait dans l'allée comme un petit guerrier, un vieil iPhone de sa mère dans une main, la figurine de Batman dans l'autre. Toute la salle retint son souffle, attendant la suite. « Mathis », dis-je en me levant lentement, la voix étonnamment posée alors que tout brûlait en moi. « Qu'est-ce que Théo t'a raconté au sujet de l'oncle Lucien ?» Aurélie, la mère de Mathis, tenta d'intervenir. « Peut-être pas maintenant. Parlons-en après la cérémonie. »« Non, » répliqua Mathis d'un ton qu'un enfant de 8 ans n'aurait pas dû posséder. Théo a dit que ça devait être ici pour que personne ne fasse semblant que rien n'est arrivé. « Il sait trop bien embobiner les gens avec ses histoires !» hurla Claudine, cramoisie. « Comment avez-vous pu laisser votre enfant transformer les funérailles de mon petit-fils en farce ? Lucien s'est toujours occupé de Théo pendant sa maladie. »« S'occuper ?» gronda enfin Henri, d'une voix sourde et menaçante. « Vous appelez ça s'occuper ? Venir à l'hôpital seulement quand Élise n'était pas là ?» Lucien tenta de se justifier. « Je venais quand je pouvais. Mon emploi du temps est chargé. Élise le sait. Je passais quand elle devait se reposer ou régler des démarches. J'aidais. » Mathis secoua la tête. « Ce n'est pas vrai. Théo tenait un carnet. À chaque visite, il notait. Vous appeliez toujours d'abord les infirmières pour être sûr que Madame Élise était partie. Vous disiez que vous l'emmeniez marcher pour faire circuler le sang dans la salle de jeu ou sur la petite aire dehors, mais vous n'y alliez jamais. « Où allait-il » demandai-je, même si une partie de moi connaissait déjà la réponse qui allait me déchirer. « Dans la voiture de l'oncle Lucien, sur le parking » répondit Mathis. « Théo a dit que l'oncle fermait les portières et le forçait à écouter des choses méchantes. Il disait que Madame Élise était une mauvaise mère et que c'est pour ça que Dieu avait envoyé le cancer à Théo. Il disait que si Théo aimait vraiment sa mère, il devait arrêter de se battre et simplement mourir, parce que le traitement coûtait trop cher et qu'ils allaient bientôt perdre la maison. Et il disait encore qu'après sa mort, elle pourrait tout recommencer avec un meilleur enfant qui aurait un père. » Des soupirs d'horreur parcoururent la salle des pompes funèbres. Des parents commencèrent à emmener leurs enfants. Certains partenaires d'affaires de Lucien se dirigèrent vers la sortie, visiblement désireux de ne pas être mêlés à ça. « Ce gamin ment, » dit Lucien, mais sa voix vacilla. C'est le deuil qui parle en lui. Les enfants ne comprennent pas les discussions d'adultes sur les réalités pratiques. Mathis leva le téléphone. Théo m'a demandé d'enregistrer. Il disait qu'on ne croit pas les enfants, mais qu'on ne discute pas des preuves. Il planta sur moi ses yeux francs. Il vous protégeait, Madame Élise. Il ne voulait pas que vous sachiez à quel point l'oncle Lucien était cruel, parce que vous aviez déjà assez de soucis. Fais écouter, dis-je. Claudine tente de l'arrêter. Ce sont des funérailles, pas un tribunal. Respecte les morts. Théo est mort, criai-je, surprise de la force de ma propre voix. Mon bébé est mort, et s'il a voulu que la vérité soit dite à ses funérailles, alors ce sera fait.
Lance l'enregistrement, Mathis. Mathis appuya sur l'écran. La première chose que nous entendîmes, ce fut la respiration lourde de Théo, devenue rauque ces dernières semaines. Puis la voix de Lucien, froide et limpide. « Il faut que tu comprennes quelque chose. Théo, ta mère ne peut pas payer ce traitement. Elle a déjà pris 3 crédits. La banque prendra la maison. Tu as 7 ans, tu es assez grand pour comprendre. Parfois, aimer, c'est laisser partir. » La voix mince de Théo répondit « Maman dit qu'on est des combattants. Elle dit que tant qu'on est ensemble, on peut tout affronter. » Le rire de Lucien claqua, dur et méprisant. « Ta mère te ment parce qu'elle est trop faible pour regarder la vérité en face. Les médecins savent déjà que tu ne t'en sortiras pas. Je leur ai parlé. Il te reste 1 mois, peut-être moins. Chaque jour de plus, c'est une dette supplémentaire. Un jour de plus qui détruit la vie de ta mère pour un cas désespéré. » « Je ne suis pas un cas désespéré, » protesta faiblement Théo. « Si, tu l'es. Ton père l'a compris. C'est pour ça qu'il est parti. Il a vu ce qui arrivait et il s'est sauvé. Un homme intelligent. Ta mère aurait dû faire pareil, te confier à l'adoption après le diagnostic. Mais elle est trop fière, trop stupide, pour admettre qu'elle n'y arrivera pas. » L'enregistrement continuait, mais je ne pouvais plus rester immobile. Je marchais vers Lucien, pas après pas, les yeux plantés dans les siens. « Tu as torturé mon fils mourant. Tu venais à l'hôpital pour infliger une torture psychologique à un enfant de 7 ans atteint d'un cancer. » Lucien recula, heurtant des gens. J'étais réaliste. Quelqu'un devait le préparer à l'inévitable. Toi, tu lui donnais de faux espoirs. La colère que j'avais contenue 5 jours, ou peut-être des années, se libéra enfin. « Il y en a un autre, » dit Mathis, sa petite voix coupant net le tumulte qui avait suivi le premier enregistrement. Il fit glisser son doigt sur l'écran. « Celui-ci date de la semaine dernière, 3 jours avant la mort de Théo. » La salle se figea de nouveau. Même ceux qui s'étaient déjà dirigés vers la porte s'arrêtèrent, fascinés d'horreur. Mathis appuya sur « Lecture », et la voix de Lucien emplit une fois encore la pièce. Plus froide, plus calculée encore. « Écoute-moi, Théo. Ta mère est en ce moment avec l'assistante sociale, en train de supplier qu'on l'aide. Elle se couvre de honte, et nous avec. Tu sais ce qu'on dit de nous au club? La famille qui tend la main? C'est à cause de toi, Théo. Tu es la raison de cette honte. » La voix de Théo se fit presque murmure, si faible que je portais la main à ma bouche pour étouffer un sanglot. « S'il te plaît, arrête, tonton Lucien. »« Non, pas tant que tu n'auras pas compris ce que tu fais à tout le monde. Ta grand-mère Claudine pleure chaque nuit, non pas parce que tu es malade, mais parce qu'elle te voit briser l'avenir de ta mère. Qui voudra épouser une femme avec des centaines de milliers d'euros de dettes? Qui lui donnera un travail après toutes ces absences? Tu as 7 ans, Théo. C'est assez pour faire le bon choix. »« Quel choix ?» demanda Théo. « Arrête de prendre les médicaments. Arrête de te battre. Les médecins disent que tu souffres. Pourquoi faire souffrir les autres? Si tu aimais vraiment ta mère, tu la laisserais partir. Elle pourrait utiliser ton assurance vie pour repartir de zéro. Avoir un enfant en bonne santé avec un vrai père. Pas encore un bâtard, qui sera sans doute malade lui aussi. » L'enregistrement capta les sanglots de Théo, puis le bruit de la porte quand des infirmières entrèrent et demandèrent ce qui se passait. La voix de Lucien, qui s'excusait, ce n'était qu'un adieu trop ému. Puis, le silence. Je restais pétrifiée pendant que Mathis posait le téléphone. La dernière chose que Théo m'a dite, c'est que l'oncle Lucien avait tort. Il disait que sa maman l'aimait plus que toutes les étoiles du ciel et qu'il devait continuer à se battre pour elle. Mais s'il n'y arrivait plus, quelqu'un devrait arrêter l'oncle Lucien pour qu'il ne fasse pas de mal à d'autres enfants. La digue céda en moi. Je me jetai sur Lucien avec toute la force qui me restait dans ce corps ravagé par le deuil. Ma paume claqua sur sa joue. Un bruit sec qui résonna dans la salle comme un coup de feu. « Monstre! Tu as dit à mon enfant de mourir. Tu es venu voir un petit garçon mourant pour lui dire qu'il devait abandonner. » Lucien chancela, la main sur le visage. «
Tu m'as frappé. Tout le monde l'a vu. Je te poursuivrai en justice. Je te ruinerai. Pourquoi faire? Hurlai-je. Pour des dettes médicales? Pour la maison déjà saisie par la banque? Pour la voiture vendue afin de payer le dernier traitement de Théo? Tu as déjà tout pris le jour où tu as convaincu mon fils qu'il valait mieux mourir. Claudine se jeta pour défendre Lucien. Il a été pragmatique. Quelqu'un devait préparer le garçon à la réalité. Toi, tu lui vendais des rêves de victoire contre le cancer alors que les médecins ne donnaient que 10%. 10%? Me retournai-je brusquement vers ma mère. C'est quand même une chance. Des enfants ont gagné des combats avec de pires pronostics. Mais comment pouvait-il se battre si son propre oncle lui répétait qu'il devait abandonner? Henri s'avança. Sa voix, autoritaire, presque militaire, tonna. « Ça suffit. Claudine, tu as couvert ce monstre. Tu savais ce qu'il faisait? Tu savais pourquoi il venait voir Théo quand il était seul? » Le silence de Claudine fut la réponse la plus terrifiante. « Tu le savais, » reprit Henri, la voix tremblante. « Tu savais que ton fils torturait un enfant mourant, et tu l'as laissé faire parce que tu étais d'accord avec lui. Toi aussi, tu pensais que Théo ferait mieux de mourir. » Sabine tenta d'intervenir. « Papa, c'est injuste. Tout le monde savait qu'il n'y avait aucune chance. Lucien voulait seulement épargner des souffrances à tous. » En disant à un enfant de 7 ans qu'il n'est qu'un fardeau inutile, lâcha enfin Aurélie, la mère de Mathis, d'une voix vibrante de colère. Mais qu'est-ce que c'est que cette famille? Le directeur des pompes funèbres, M. Lefebvre, n'y tint plus et intervint. « Je vous prie de vous calmer ou de quitter la salle. Ce sont tout de même des funérailles. »« Oui, des funérailles, » dit Henri d'un ton ferme. « Les funérailles de mon petit-fils. » Et tous ceux qui considèrent sa mort comme une bénédiction, tous ceux qui ont acquiescé quand Lucien l'a traité d'erreur, tous ceux qui pensent qu'un enfant malade vaut mieux mort qu'aimé et combattant, partez tout de suite. La salle s'emplit de mouvements. Lucien sortit le premier, suivi de Claudine et Sabine. Avec eux, au moins 15 autres parents quittèrent les lieux. En partant, Lucien cria qu'il porterait plainte pour diffamation, qu'il demanderait la garde d'éventuels futurs enfants, qu'il détruirait ma vie jusqu'au bout. Mathis s'approcha du cercueil de Théo et posa délicatement la figurine de Batman près de ses petites mains. « J'ai tenu ma promesse, Théo. Comme tu voulais. Maintenant, le méchant ne fera plus de mal à personne. » Après le départ de Lucien et des siens, la paix revint dans la salle. Il resta une trentaine de personnes, celles qui aimaient vraiment Théo. Sa infirmière préférée, Inès, se leva et raconta comment Théo apportait en douce des friandises aux autres enfants du service. Madame Delcourt, son enseignante, lut une histoire que Théo avait écrite sur un super-héros dont le pouvoir était de faire rire les enfants malades. Aurélie, la mère de Mathis, organisa chez elle une petite veillée où nous parlâmes du vrai Théo, au lieu d'écouter des discours venimeux sur une mort commode. Le soir même, j'étais assise dans sa chambre, incapable encore d'embrasser l'ampleur de ce qui s'était passé. On frappa à la porte. Henri entra, tenant une boîte en carton comme s'il l'avait dissimulée depuis longtemps. « Il faut que je te montre quelque chose », dit-il en s'asseyant sur le lit-voiture de Théo. Je me doutais de quelque chose, et j'ai commencé à tout documenter. Il sortit une tablette et me montra, l'un après l'autre, des fichiers d'enregistrement. J'ai installé une petite caméra dans la chambre de Théo à l'hôpital, il y a 3 mois. Claudine n'est pas au courant. Je pensais que Lucien tenait des propos déplacés sur le coût des soins, poursuivit-il, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. Je lançais une vidéo datée de 6 semaines. Lucien disait à Théo que sa maladie était une punition pour sa naissance hors mariage, que Dieu n'aimait pas les enfants de parents non mariés à l'église. Théo pleurait, répétait qu'il était désolé d'avoir été méchant, promettait d'être meilleur pour que Dieu fasse cesser la douleur. Je dus courir jusqu'à la salle de bain. « Pourquoi tu ne m'as rien dit ?» demandai-je quand je pus enfin parler. Les yeux d'Henri se remplirent de larmes. Je rassemblais des preuves. Je voulais demander une ordonnance de protection, mais il fallait plus d'éléments.
Je croyais qu'on avait du temps. Je croyais que Théo tiendrait et qu'ensuite, on s'occuperait de Lucien. Je vous ai laissé tomber en traînant. Les 3 jours suivants, nous les passâmes chez les avocats. Les enregistrements suffisaient largement pour une procédure pénale. Lucien fut visé par une plainte pour harcèlement moral sur mineur et violence psychologique aggravée. L'histoire fit d'abord la une des médias locaux, puis nationaux. Un titre, un promoteur accusé de torture psychologique sur son neveu mourant, pulvérisa la réputation que Lucien avait mis des années à bâtir. 1 mois plus tard, il perdit sa carte professionnelle d'agent immobilier. 2 mois après, sa femme demanda le divorce. Claudine et Sabine se rangèrent du côté de Lucien, prétendant que les enregistrements étaient sortis de leur contexte et que nous détruisions la famille pour un malentendu. Elles rayèrent complètement Henri et moi de leur vie, ce qui ressemblait davantage à un soulagement qu'à une punition. Henri divorça officiellement de Claudine après 40 ans de mariage, disant qu'il ne pouvait plus vivre une seule journée auprès d'une personne qui justifiait la torture d'un enfant. Et pourtant, au cœur de cette nuit, une lumière inattendue surgit. L'hôpital où Théo avait été soigné mit en place le protocole Théo, un nouveau système de contrôle et de limitation des visites auprès des petits patients vulnérables. Désormais, aucun adulte ne pouvait voir un enfant seul, sans l'accord des parents, et chaque visite devait être inscrite dans un registre. La famille de Mathis devint notre véritable famille choisie. Aurélie et son mari nous invitèrent à toutes les fêtes et aux jours importants, m'empêchant de rester seule. 6 mois après les funérailles, en rangeant les affaires de Théo pour en donner une partie à une association, je trouvai une lettre cachée dans son livre préféré de Captain America. Mes mains tremblaient pendant que je lisais son écriture appliquée. « Chère maman, si tu lis ceci, c'est que je suis sûrement déjà au ciel avec les anges. Tonton Lucien dit tout le temps que je dois mourir, mais je sais qu'il a tort. Toi, tu dis que je suis courageux, fort et aimé. Tonton Lucien dit des choses méchantes, et toi, tu dis la vérité. J'ai parlé de tonton Lucien à Mathis parce que je ne veux pas qu'il fasse du mal à d'autres enfants malades. Mathis a promis de tout raconter si je pars au ciel. S'il te plaît, maman, ne sois pas triste pour toujours. Tu es la meilleure maman de tout l'univers. Tu te souviens, quand on faisait des crêpes en forme de dinosaure et que tu m'as laissé les manger au dîner? C'était le plus beau jour. Et quand tu as dormi 20 nuits dans le fauteuil de l'hôpital quand j'allais très mal? Tu n'es pas parti une seule fois. Tonton Lucien a tort sur tout. Tu m'aimes comme personne. J'espère que tu auras une nouvelle maison sans mauvais souvenirs. J'espère que tu rencontreras quelqu'un qui t'aimera comme tu m'as aimé. J'espère que tu auras d'autres enfants et que tu leur raconteras l'histoire de leur grand frère courageux, Théo. Ne laisse pas tonton Lucien s'approcher d'eux. Je t'aime jusqu'à la lune et retour, et autour de toutes les étoiles et de toutes les planètes 2 fois. Pour toujours ton petit garçon courageux, Théo. PS. Dis à Mathis qu'il peut garder Batman. Les super-héros doivent rester ensemble. Cette lettre m'a brisée et, en même temps, m'a guérie. Mon fils de 7 ans avait passé ses dernières semaines à me protéger et à se battre pour sa vie, élaborant avec son meilleur ami de 8 ans un plan pour démasquer un prédateur. Il avait plus de courage et de sagesse que bien des adultes 3 fois plus âgés. Théo m'a appris que la famille, ce n'est ni le sang, ni l'ADN, ni un nom. La famille, ce sont ceux qui arrivent avec de l'amour et non du jugement, qui apportent du réconfort et non de la cruauté, qui combattent à tes côtés et non contre toi. Des funérailles conçues pour enterrer mon fils ont fini par enterrer le mensonge dans lequel notre famille avait vécu pendant des décennies.